Alors, bienvenue, mesdames et messieurs. Cette semaine, nous avons l'opportunité de recevoir M. Gilles Fournier, qui est le fondateur de Dira Laval. Alors, cette semaine, nous allons discuter de vieillir en liberté. Alors, bienvenue, M. Fournier. Bonjour. Bonjour, Francine. Alors, cette semaine, nous allons parler de vieillir en liberté parce que dans la campagne, on sait que le gouvernement, présentement, fait beaucoup de campagnes au niveau de la maltraitance envers les aînés. Alors, votre sujet qui est de vieillir en liberté va de pair avec ce que le gouvernement a mis sur place. Alors, ça serait bien si vous pouvez nous en parler un petit peu. En fait, vieillir en liberté, la raison pour laquelle j'ai pris ce thème-là, c'est que c'est en réaction à l'expression maltraitance. Mm-hmm. J'ai l'impression depuis quelques années que dans Dira, on nous appelle pour régler des cas extrêmes. Je pense, par exemple, au cas qu'on a travaillé toutes les deux, tout récemment. Ça ne peut pas être plus extrême. Mm-hmm. Cette dame-là, après avoir épuisé tous les moyens, tous les recours, s'en vient chez nous. Mm-hmm. Et je trouve qu'il y en a trop de ça. C'est parce que je pense que l'expression maltraitance camoufle, en fait, tous les autres problèmes qui sont les abus, la violence physique, la violence psychologique, l'exploitation financière, qui parfois ne sont pas toujours des cas extrêmes. Et je pense que si on veut vieillir en liberté, il va falloir être capable de se dégager de tous les cas qui ne sont pas des cas extrêmes et qui rendent la vie impossible à beaucoup de personnes âgées. Parce que souvent, la maltraitance, les gens associent ça avec de frapper un coup de poing ou coter sur eux, mais c'est pas ça, la maltraitance. C'est très vaste, là, le sujet. Ce que vous venez d'énumérer, là, ça fait partie de la maltraitance. Bien oui, si on parle, par exemple, d'une augmentation indue de loyer, on ne peut pas mettre ça réellement dans l'expression maltraitance comme conçue par la plupart du monde. Mais si, par contre, il y a de la violence physique ou psychologique, les gens vont dire oui, c'est de la maltraitance. Tout de suite, ils vont pouvoir identifier ça. Mais lorsqu'il s'agit de la violence verbale, intimidation, infantilisation, abuser verbalement du monde, là, il y a trop d'aînés qui baissent les yeux, qui se laissent avoir et disent « Bon, je ne veux pas de chicane. » C'est ça. Alors, pour vieillir en liberté, il faut que ça cesse, puis il faut se dire « Assez, c'est assez », puis tolérance zéro. Exactement. Alors, pourquoi les personnes âgées se laissent dominer comme ça puis ils ne réagissent pas souvent? Souvent, c'est très... on le voit, là, que c'est très apparent que situation de maltraitance. Mais pourquoi les gens n'osent pas dénoncer? Oui, c'est une bonne question. Je me suis fait une petite liste parce qu'il y en a tellement. J'ai extrait de toutes les listes que j'ai de ces sujets-là certains thèmes bien particuliers. Comme, par exemple, on va en parler par la négation. Ne pas se laisser écraser. Je pense, par exemple, à des expressions comme « Maman, si tu ne fais pas ça, tu ne reverras pas ton petit-fils. » Hey, ça, là, c'est une forme d'abus. De ne pas accepter des changements au bail ou des augmentations de loyer. Combien de personnes âgées vont signer, justement, pour garder la paix? Ça ne tient pas, ça. Ne pas accepter de geler dans son appartement. Il y a une grosse résidence que je connais ici, là. Il y a des centaines de personnes qui se plaignent de geler, comme me disait une dame. J'ai tellement froid que même mes rideaux prennent dans la glace de mes fenêtres. Ça n'a pas de bon sens. Ça, c'est effrayant. Plaignez-vous. Vous avez des droits. Vous n'avez pas d'affaire à vous les exploiter. Accepter les exploitations financières, par exemple, du fiston. Pourquoi est-ce qu'une personne âgée devrait accepter que toutes les fois que le fiston lui fait une commission et qu'il revient avec les effets qu'il a achetés, garde 300 $ dans ses poches sur l'argent que maman lui avait remis. J'ai eu un cas de même, là, c'était régulier. Ça a été sa sœur qui a dénoncé ça. Elle dit « Maman se laisse exploiter. Ça, c'est un bel exemple, se laisse exploiter. Oui. Il y a des cas, là, ce ne sont pas des cas d'abus grossiers et qui se qualifient pas réellement de façon tout évidente là, sous l'étiquette maltraitance. C'est pour ça que on les compte par milliers, ces cas-là. Je regarde dans Dira, on en a eu, juste les cas de loyer, par exemple, c'est une centaine par année. Mais on ne peut pas dire que c'est de la maltraitance, mais c'est de l'abus de la part du propriétaire. Donc, il faut que ça cesse. Les augmentations abusives, là, on en voit beaucoup, beaucoup de ça.
Ça, c'est pas nécessaire parce que ça peut se régler facilement. Oui. Mais les gens ne savent pas, ils ont Ils savent peur, ils veulent pas. Bon, pour toutes sortes de raisons. Là. Ils ne connaissent pas les lois. En plus, c'est Ils ça. ne savent pas qu'ils ont des droits. Exactement. Puis comme ils sont âgés, bien, aller devant la régie du logement. C'était une course pas pour aller là. C'est vrai. Pourquoi est-ce que les aînés se laissent borner? Oui. Hein? J'ai encore fait une liste. La honte de s'être fait avoir. Oui. Une dame âgée me disait, mais je ne suis pas pour. Je vous compte tout ça, ne m'allez pas. Parlez-en pas, parce qu'il ne faudra pas que mes enfants le sachent. La peur de ne pas être cru. Ah, ça, c'est vrai. Tu sais, la fille qui dit à maman, mais maman, où est-ce que tu avais la tête? Qu'est-ce que c'est ça, ton affaire? La crainte des réactions familiales, ça, c'est morbide. Non, le jugement, là, c'est ça. C'est terrible. La peur d'entreprendre des poursuites judiciaires ou policières, comme me disait une dame. Elle dit, mais la police est venue, puis elle m'a dit que on m'a pas tordu les bras, c'est moi qui ai accepté. J'ai dit, vous êtes accepté, que vous vous êtes fait malmener, vous vous êtes fait écraser dans le coin, ils vous ont fait de la menace, puis vous endurez ça. Tu sais, l'ignorance de leurs droits, tu sais, pourquoi les aînés se laissent endormir, c'est à savoir. Ils ne connaissent pas leurs droits. Non, c'est Moi, ça. je pense à mon propre cas, là, lorsque j'ai décidé de m'occuper de DIRA, puis m'intéresser aux abus dans le domaine du logement, j'avais jamais eu de logement. Ah, OK. J'avais jamais été locataire. Vous avez toujours été propriétaire. Oui, donc... OK. Fait que vous ne connaissiez pas tous les lois, là. Je les Vous connaissais les pas. avez appris avec, ouais, avec ben les oui. cas et tout ça. Oui, c'est ça. Mais trop souvent, là, les aînés nous disent « je veux pas de chicane ». Et ça, c'est se faire exploiter au risque de se faire placer en faillite. Je pense, par exemple, aux personnes âgées qui endossent les enfants pour une voiture. Alors que, comme j'expliquais à une dame, vous saviez que votre Jean-Jacques n'était pas fiable. Vous l'avez endossé pour 800 $ par mois. Puis là, bien, ça ne va plus. Là. Votre cher Jean-Jacques ne paye plus. Donc, il a fallu que je parle à Jean-Jacques et puis lui dire que si maman faisait faillite, lui aussi ferait faillite. Puis il perdrait son magnifique camion. OK, OK. Alors, voyez-vous, est-ce qu'on sait de la malédiction, de la maltraitance? Mais c'était une forme d'abus assez pernicieuse de la part des enfants. Dire, maman, ben, tu pourrais m'endosser. Ah, puis ça, il y en a beaucoup. Et c'est énorme. Je trouve que tous les ans, combien est-ce qu'on en a dans DIRA? Je ne sais pas, je n'ai jamais compté, mais je sais qu'il y en a plusieurs. Oui, il y en a beaucoup. Alors, pourriez peut-être nous parler des moyens utilisés pour qu'on pourrait identifier les risques là, d'abus et de violence? Comment on peut identifier ça? On utilise très discrètement dans DIRA toutes sortes de moyens, mais il y a un système qu'on appelle le test Audiva. Le test Audiva, il faut se rappeler que ça a été développé par Louis Plamondon, qui était à ce moment-là directeur d'une faculté en sociologie à l'Université de Montréal. C'est un juriste. OK. Et puis on y trouve, en fait, 4 types d'évaluation. OK. La première, c'est quel est le profil de la victime potentielle? Le profil, c'est quelle sorte d'individu est-ce? Est-ce que ma victime potentielle, celle que je présume être la victime, aurait, par exemple, une perte cognitive? Si je découvre ça, j'ai un autre genre de problème. Est-ce qu'elle ne contrôle pas ses finances? Donc, qu'est-ce que c'est le profil de la victime? Oui. Quel est le profil de la personne que je soupçonne comme étant l'agresseur? Oh, là, on en trouve de toutes les sortes. Quel est le comportement de la victime potentielle, notre cliente? Est-ce qu'elle s'isole? Est-ce qu'elle craint de parler de finances? Qu'est-ce que c'est? Ses comportements quotidiens. Ça nous révèle toutes sortes de petites choses. La personne qui ne fréquente personne d'autre, qui est isolée dans son petit coin, qu'est-ce qui arrive? Où est-ce qu'elle va trouver de l'aide? Quel est le comportement de la personne que je soupçonne
être l'abuseur. Ah là, on peut avoir bien du plaisir. C'est assez long à expliquer ça, mais ces 4 items-là nous permettent, avec la technique Audiva, de pouvoir pointer le niveau de risque. Parce que ce n'est pas toujours des risques élevés dans le domaine de l'abus, de la violence et de la négligence. Mais il y a des cas où ça peut être assez grave. Oui, c'est sûr. Je sais que le gouvernement s'investit de plus en plus au niveau de la maltraitance. En tout cas, nous, on voit quand on va dans des réunions et tout ça que le taux de... Par priorité, la maltraitance et les abus sont très importants pour le gouvernement aussi, de régler et d'investir là-dedans pour qu'on puisse... pour que ça cesse, finalement, là, comme vous dites. Mais moi, j'ai l'impression, après avoir lu le fameux guide sur la maltraitance, qu'on rend la détection de ces problèmes-là beaucoup trop complexe et surtout, c'est comme si on ne voulait pas faire confiance aux travailleurs sociaux. OK. On leur met on établit des stratégies et des protocoles qui, comme si ça rendait impersonnel le travail de nos intervenants. Ici, dans Dira, il fallait qu'on utilise ces techniques-là. Ça nous prendrait une armée. Et nous, on fait appel plutôt à des gens qui se sont spécialisés dans certains domaines, et ce qui nous permet d'agir beaucoup plus rapidement. Oui. Mais les codes, c'est sûr que, je ne sais pas, le gouvernement, leur guide de maltraitance a été fait par des coordonnateurs régionaux, je crois, en collaboration avec plusieurs... Alors, je n'ai pas eu la chance de tout le voir, là, mais je sais que vous m'en avez parlé, alors... Moi, je l'ai tout lu, puis je trouve que c'est une approche clinique. OK. Et c'est pas... C'est rendre la personne... C'est enlever de l'humanisme dans la solution du problème. Il faut commencer par écouter l'individu, puis surtout lui faire confiance, et surtout ne pas le critiquer et ne pas le juger au point de départ. OK. Vous voyez la bureaucratie qui est très... Trop forte. Trop forte pour... Trop forte. Ça. De sorte que lorsqu'on a des cas qui ne sont pas des cas extrêmes, j'ai l'impression, depuis de nombreuses années que je suis dans Dira, que ça passe à côté. Okay. Personne ne va aider une dame qui va se plaindre que son fils abuse d'elle financièrement. Parce que des fois, ça se fait au compte-gouttes. Mais le compte-gouttes peut faire, à un moment donné, que c'est tout le patrimoine familial qui va y passer, de façon graduelle. Exactement. Oui. Fait on voit souvent ça, oui, exactement. Quand les fils là, se mettent le nez là-dedans, là, puis c'est pas des choses évidentes. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on pourrait rajouter là-dessus, M. Fournier? Il reste quelques secondes. Je pense qu'il faudrait peut-être passer après ça, prendre un cas. Je pourrais vous expliquer un cas sur l'application de la technique Audiva. OK. C'est un peu long, mais... je pense qu'on peut aller à une petite pause, puis après ça, on pourrait peut-être... on va expliquer ça avec nos plaisir. gens. Alors, merci beaucoup. Alors, nous sommes de retour, M. Fournier. Alors, j'aimerais ça qu'on parle un petit peu, que vous me détaillez les étapes de la technique du test Audiva. Peut-être nous donner quelques exemples là-dessus. Oui, on va prendre un exemple. On va prendre un exemple d'une personne qui... Le test Audiva, peut-être qu'on devrait expliquer qu'est-ce que c'est exactement. Le test Audiva, c'est un système, comme j'ai dit au début, qui comprend en fait 4 volets. Qu'est-ce que c'est le comportement de la victime, qu'est-ce que c'est le comportement de l'abuseur, quelles sont leurs caractéristiques personnelles. Chacun a des problèmes humains ou ils ont un passé. Et ça nous aide à comprendre. Ça, c'est comme une détection pour détecter un petit peu le comportement. Il y a à peu près une 60aine de questions qu'on peut utiliser. On les apprend, on les utilise jamais de front, parce que par expérience, on sait où se diriger. Puis habituellement, le chiffre qu'on a en bas nous donne vraiment si la personne est victime. C'est on très va bon. prendre le cas d'une personne âgée qui dépend de l'aide d'un membre de sa famille, puis qui est soupçonné d'être abusé. Ma première question, est-elle dépendante de cette personne-là pour les soins de base? Ça veut dire, est-ce que c'est celle qui l'aide, à ce moment-là, s'occupe de son bien-être physique,
l'aide à se déplacer dans la maison. Voyez-vous, il y a une dépendance à partir de ce moment-là. Reçoit-elle l'aide de cette personne depuis longtemps? Si ça fait longtemps que cette personne-là, que je soupçonne être abusée, reçoit de l'aide, est-ce que celle qui l'aide ne sera pas épuisée? Ah, OK. Est-ce que celle qui l'aide ne deviendra pas impatiente? Est-ce que celle qui l'aide parfois ne lui dirait pas, ben là, maman, c'est assez, là, ferme-la. OK. Toutes sortes d'expressions de ce genre-là qui rendent la vie impossible. OK. Souffre-t-elle, cette personne-là, que je soupçonne d'être victime, d'un handicap physique qui exigerait de l'aide quotidienne? Ça, c'est une dépendance OK. assez sérieuse, là. Si elle est obligée d'avoir, en plus de ça, une chaise roulante, si elle est obligée de... si elle ne peut pas se déplacer seule dans la maison, si elle a besoin d'aide, même quand elle va aux toilettes, ça devient pénible. OK. A-t-elle le contrôle sur ses avoirs financiers? A-t-elle le contrôle sur le patrimoine? Si j'apprends que cette personne-là me dit que non, elle ne peut même pas faire quoi que ce soit, c'est toujours sa fille qui doit faire le travail pour elle, qui décide de l'usage des fonds, et puis qui fait que lorsque je pose la question de la personne âgée, elle craint ce sujet-là. Tout de suite, moi, ça sonne une cloche. OK. Si elle ne veut pas en parler, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. OK. Est-ce que les contacts que cette personne-là a avec sa famille sont fréquents? Est-ce qu'elle est isolée? Isolé, oui, ça arrive souvent, ça, oui. Oui. Est-ce que les contacts, les relations avec ses enfants, les autres membres de la famille sont cordiales ou c'est toujours à couteau tiré? Est-ce que par hasard, elle vivrait chez un membre de sa famille et qu'elle contribue financièrement à l'espace qu'elle occupe dans la maison? J'ai eu un cas à un moment donné où la fille chargeait à sa mère 4 500 $ par mois, alors que dans une résidence pour personnes âgées avec service, ça y aurait coûté 3 500 pour la même qualité de service. Donc, il y avait de l'exploitation. Oui. L'autre question. Qu'advient-il si celle qui l'aide ou l'abrite a des problèmes financiers? Oui. Vous voyez, là, ça commence à être serré. Si celle qui rend des services, celle que je calcule comme étant la victime, a des gros problèmes financiers, elle aura donc tendance, à la première occasion, à aller se servir dans les argents de maman. Exact. On voit ça régulièrement. Est-ce que la victime est-ce que la victime est liée financièrement à celle qui l'aide, dans le sens qu'elle a des obligations financières à son égard? Là, c'est un peu l'inverse de la question que je posais tantôt. OK. Est-ce que celle qui l'aide, cette personne âgée-là, accepte mal sa charge, dans le sens, elle dit « J'en ai plein le casque, maman, elle est ci, maman, elle est ça », qu'elle commence à critiquer sa mère, critiquer la personne qu'elle aide. Là, on a une situation qui devient complexe. Est-ce que celle qui aide la personne qui est victime vivrait par hasard un burn-out ou un début de burn-out? Et dans ce temps-là, les liens sont excessivement difficiles à maintenir. Est-ce qu'elle serait alcoolique? Ah. On voit ça souvent. Par abus, à ce moment-là, d'efforts qu'elle doit rendre pour aider sa mère, est-ce qu'à ce moment-là, elle se drogue le soir en prenant de la boisson? Elle oublie ça derrière un verre? Alors, vous voyez, toutes ces situations-là créent un contexte explosif. Dès le moment où on commence à réaliser qu'un est dépendant de l'autre, puis qu'elle n'a pas le contrôle sur ses argents, ou qu'elle est dominée, totalement dominée, et qu'il commence à y avoir une situation extrême, le système Audiva nous permet
avec à peu près une trentaine de questions. D'entrecroiser tout ça, ils voient où est la pierre d'achoppement. Où et quand, je pourrais presque vous dire, où et quand ça va exploser. OK. J'en ai extrait là, que quelques comportements potentiels du test au divorce. Parce que c'est plusieurs pages. Et, Est-ce qu'il est disponible en ligne, ce test-là, ou qui? nous, on l'a au bureau. Oui, on peut aller le chercher à travers les écrits du système Vieillir Vieillir en liberté. C'est ça. Vieillir en liberté. OK. Alors, finalement, ce test-là, les gens peuvent le remplir, puis avec les points, dépendamment du pointage à la fin, ça va vraiment nous dire C'est-à-dire que plutôt que de le faire remplir on ne peut pas le faire remplir par n'importe qui. Il faut que ça soit plutôt un intervenant. Une personne qui est habituée de travailler avec les aînés pour poser les bonnes questions et non pas toutes les poser, parce qu'à un moment donné, on s'aperçoit au fil de la conversation, de la discussion avec les aînés que tout n'est pas valable. Fait que ça leur donne quoi? Comme le résultat donne que... Ça nous permet de nous orienter vers la preuve, en fait, presque irréfutable qu'il y a abus. Établir le niveau de risque. Je trouve que c'est un test qui a été développé par Maître Plamondon, qui est tout à fait extraordinaire. Mais mon dernier point, là, ce serait, quelles sont les exigences pour vieillir en liberté? Oui, c'est ça. Hein? Moi, j'en vois plusieurs. Je dis, premièrement, là, ne pas se laisser intimider. Accepter aucune menace, du chantage, des choses comme ça, il n'y en est pas question. Si vous acceptez ça, vous avez perdu votre liberté. Vous vous êtes laissé dominer, vous vous êtes laissé écraser. Ça explique aussi le début d'une prise de contrôle par un tiers, si on accepte ça. Donc, c'est le début de la violence psychologique. Oui. Puis la violence psychologique, c'est sournois. C'est hypocrite, c'est subtil. Et ça cause bien des problèmes. Oui. Il y a un deuxième point. Connaître vos droits. Puis dans l'incertitude, appelez DIRA. Parce que nos services sont gratuits et confidentiels et ça permet à ce moment-là de dégager la personne qui est victime de l'obligation de se retrouver dans le réseau de santé ou face à la police, face à... Ça crée un milieu de confiance, indépendant. Prenons l'exemple, là, les augmentations de loyer. Ce n'est pas des cas de gros abus, mais c'est une forme de maltraitance subtile. Oui, exactement. C'est abusif. C'est abusif, et puis on n'a pas d'affaire à tolérer ça. Troisièmement, ne pas vivre en réclusion. Personne commence à s'isoler, puis à bouder dans son petit coin, puis à broyer du noir. Il ne faut pas s'isoler. Ne pas hésiter de demander de l'aide. Quand une personne est rendue à ce point-là, puis qu'elle pleure fréquemment, qu'elle perd intérêt dans la vie, qu'elle perd intérêt dans toutes sortes de choses auxquelles elle avait à ce moment, autrefois un sujet pour la distraire. Elle ne veut plus voir de films, elle ne veut plus voir ci, elle ne veut plus voir ça. À ce moment-là, on a un gros problème. Lorsque la personne commence à s'inquiéter de ses finances, là, ça peut être grave et ça cache très souvent, comme je disais à une dame, j'ai dit, vous auriez pu nous en parler avant, parce que là, on se retrouve dans une situation où il faut faire du rattrapage. C'est comme au tennis, quand on fait du rattrapage tout le temps, contre notre adversaire, à un moment donné, c'est lui qui va nous avoir. Oui, exactement. Ne pas endurer de manque de chauffage. Oui. L'exemple que je donnais tantôt, dans une grosse résidence où, je vous dirais, près des 3/4 des locataires se plaignent de manque de chauffage. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne prennent pas les procédures? On est qu'à venir nous voir, puis on va les aider à déposer une plainte contre le propriétaire. Il pourrait avoir une baisse de loyer. Moi, j'aimerais juste vous apporter un point, excusez-moi. J'ai eu une dame qui se plaignait toujours, là, il fait froid. Finalement, tout ça, pour vous résumer ce cours, c'est que je suis allée la visiter, puis cette dame-là, elle gardait son système de chauffage à 15. Puis elle disait que c'était mal isolé. Oh non. Parce qu'elle voulait pas payer de l'électricité.
Voilà, là. Fait que ça a été toute une aventure parce que à 15, là, dans les moins 28, moins 30 qu'on a vu, c'était dans ce temps-là que je suis allée. Là. Ça devait être terrible. Non. Puis, tu sais, on lui disait, mais elle disait non, c'est parce que c'est mal isolé, mais tu sais, des fois, il faut faire attention. Là, c'est ça que je dis. Mais c'était elle le problème, puis elle causait des problèmes à chaque côté puis en bas parce que c'était des planchers de ciment, il y avait quelque chose par-dessus. Mais ça rendait tout ce qui était autour, c'était froid. Mais elle ne réalisait pas que, tu sais, c'est 15, ça fait moins 40, là, il faut que tu... L'isolement d'un mur empêche la perte de chaleur. Oui, c'est ça. Mais ça ne crée pas de la chaleur. Non, c'est ça. Alors, si on laisse la chaleur graduellement sortir du mur, c'est entendu qu'on va geler. Et il n'y a pas un mur qui est parfaitement étanche. Non, c'est sûr, c'est sûr. Moi qui est dans le milieu... Oui, c'est ça, ouais. exact. Le dernier point, là, que je pense qui est important, avoir un sac d'habits. Oui, Participer à des activités. un réseau social. Un réseau social. Très Se important. trouver quelque chose à quelque part. Parce que, autrement, la personne va dépérir, va s'écraser, va se diriger vers une dépression. Parce qu'il y en a des dépressions chez les aînés. Ah oui. Alors, c'est que le système Audiva nous permet de détecter, mais nous autres, on dit, appelez donc chez DIRA. Nous autres, nos services sont gratuits. Oui. Donc, ne vous confinez pas dans votre misère, partagez-la, votre misère. Exact. Peut-être qu'on pourrait trouver quelque chose, une porte de sortie. Et puis aussi, au niveau communautaire, nous, on connaît tous les organismes, puis on peut les référer à quelque part pour les accompagner à faire des activités ou quoi que ce soit. Des fois, les gens ne sont pas au courant, mais ils peuvent faire plein d'activités gratuitement. Là. Il s'agit juste qu'ils soient informés. Des fois, les gens ne savent pas, mais ils sont tellement isolés qu'ils ne savent pas tout ce qui est disponible, mais finalement, quand ils découvrent tout ça, ils sont bien contents. Alors là, je vous ai donné les principales lignes pour vieillir en liberté et non pas s'écraser dans Exactement. le coin, dans notre misère, pseudo-misère parfois, et ça rend la vie impossible. On ne peut pas vieillir de cette façon-là, et on peut vieillir beaucoup plus vite en ne faisant pas ça. Alors, ce fut très intéressant, M. Fournier. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Et puis, à la prochaine. Alors, pour plus d'informations, vous pouvez téléphoner au numéro qui est au bas de l'écran. Et puis, nous, on se revoit la semaine prochaine. Merci beaucoup.